Bonsoir, honorable. Bonsoir. Vous êtes député au Parlement et député élu dans la circonscription Ogooué-Agny. Absolument. Les cours ont repris il y a une semaine. Que pensez-vous de ces élèves qui sont encore sur les chemins des écoles et qu'il y a fait coronavirus qui est partout? Actuellement au Togo, on compte encore plusieurs cas. Quelle est votre analyse par rapport à ces... Tout d'abord, merci pour la question. Mon analyse elle est relativement simple. Le Togo a pris de bonnes mesures pour juguler la crise, ce qui fait qu'on est autour de 580 cas, comparé à plus de 10 000 au Ghana et plus de 10 000 en Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce qu'il faut continuer à confiner ou bien il faut que la vie reprenne? C'est-à-dire qu'il faut laisser le secteur privé reprendre ses activités et les enfants retourner à l'école avec des gestes barrières? Je pense que c'est ce qu'il faut. Mais il faut vraiment mettre l'accent sur les gestes barrières pour que les élèves soient protégés, puissent se laver les mains, ils puissent porter des masques. Et c'est ça qui est le plus important. J'apprends qu'il y a 5 cas d'infection, mais il faut regarder the big picture, c'est-à-dire il faut regarder le problème dans son ensemble. Et je pense que, bon, la vie doit continuer. Cette maladie-là ne nous arrêtera pas, n'empêchera pas le Togo d'avancer. Donc je suis favorable à ce que l'école continue pour les classes d'examen. Et bon, on appréciera pour la rentrée à venir. Les 16 militants de la dynamique Bodro ont été jugés en catimini à la gendarmerie nationale togolaise. Que pensez-vous en tant que député au Parlement de cette affaire? Je vais vous dire tout à fait honnêtement que je n'ai pas toute l'information sur ce dossier, mais que je pense que la place de ces gens-là, maintenant que nous avons fermé la page de l'élection, tourné la page de l'élection, la place de ces gens-là peut-être, il faut voir de quelle façon, pour des raisons humanitaires, peut-être, ils peuvent recouvrer leur liberté. Parce qu'il y a le coronavirus d'un côté, nous avons maintenant une récession qui nous attend, nous avons le djihadisme. Le Togo a de vrais problèmes auxquels nous devons faire face ensemble. Et il faut qu'on apprenne à tourner la page. Et bon, si ce qu'il faisait, la loi s'en est mêlée, au-delà de la loi, si on peut trouver une solution plus humaine et continuer d'avancer. Parce que le plus important aujourd'hui pour les Togolais, c'est de trouver à manger, c'est d'avoir du travail. Et donc je pense que si, au-delà de ce que la loi dit, on peut regarder ce problème plus humainement et les élargir, pourquoi pas? Ça sera un geste d'apaisement qui ne fera que renforcer la cohésion nationale dans le pays. Que pensez-vous de la dernière sortie des évêques du Togo? Je pense tout à fait honnêtement que ils ont dit des choses qui nous donnent matière à réflexion. Et nous allons continuer à réfléchir à ce qu'ils ont dit. Et sans faire de bruit ou faire des déclarations fracassantes, nous allons voir dans ce qu'ils ont dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est faisable. Parce que au fond, ce qu'ils disent, d'autres aussi le disent, nous certains aussi le pensent. Donc nous devons pouvoir arriver à construire un pays où tout le monde se retrouve dans ce qui se passe. Si les évêques évoquent ces problèmes-là, c'est qu'ils existent. Mais à chaud, je ne veux pas faire de commentaires. Ce que je peux dire, c'est que nous allons réfléchir à ce qu'ils ont dit et voir dans ce qu'ils disent ce sur quoi on peut agir et agir concrètement sans faire trop de bruit. À Togo Debout, qui est une société civile au Togo, qui demande au pouvoir du Togo qu'il devait avoir une transition pour que les affaires politiques soient mieux traitées au Togo. Ben, je, Qu'en pensez-vous? je pense qu'ils ont beaucoup de retard parce que ça fait 15 ans, de 2015 jusqu'à 2019 même. J'ai toujours plaidé pour une transition. Et donc ça, c'est ma position personnelle, hein. Ce n'est pas la position de mon parti. Une transition pour aller à une nouvelle république. Parce que je trouve que la constitution de 1992 a créé trop de problèmes. Avec une conférence nationale problématique, un HCR problématique, cette constitution est confligène. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un appétit des forces en présence pour aller à une transition? Je pense qu'il faut en discuter, il faut se donner le temps de la réflexion et voir. Mais pour le moment, nous venons de sortir d'une élection présidentielle. Il faut faire face au coronavirus, il faut faire face à la récession, à la crise économique qui arrive, il faut faire face au djihadisme. Et je pense qu'il faut donc continuer aussi à discuter pour donc intégrer ce que disent les évêques, intégrer ce que disent la société civile, pour arriver
à des compromis, là où il peut y en avoir. Affaire Atchadam, que pensez-vous de cette affaire Atchadam et affaire Atchadam et son ancien conseiller, Urotipa? Je pense que, et je l'ai toujours dit, hein, je pense que la place de Tipi Atchadam, c'est au Togo. Et que le PNP devrait être, comme toute autre partie, en train de mener ses activités tout à fait normalement dans le pays. Et dans les gestes d'apaisement qu'on a demandé à plusieurs reprises, que ce soit dans les médias ou pas, on a toujours demandé est-ce qu'il y a des conditions qu'on peut mettre en œuvre pour qu'il puisse rentrer et se réinstaller au Togo. Nous n'avons pas eu une réponse hostile ou négative de la part du gouvernement sur ces dossiers-là. Bon, maintenant, qu'est-ce que je pense de ce que dit Ouro de Atchadam? Urotipa qui dit qu'Atchadam est en train de travailler. Je ne connais ni l'un ni l'autre, mais moi je vais avec les faits. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des affirmations. Ils ne sont étayés d'aucun document, ils ne sont étayés d'aucune preuve. Donc je ne peux pas juste dire que parce que M. Urojipa a dit, on va se lancer dans cette affaire-là, corps et âme, et prendre une position. Si les propos qu'il tient sont étayés de preuves, à ce moment-là, on peut commencer à regarder et écouter ce qu'il dit et voir. Bon, s'il travaille pour Bolloré à la fin de la journée, qu'est-ce que ça fait? Il faut bien qu'il travaille, il faut bien qu'il vive. Ce n'est pas illégal ou un crime de travailler pour Bolloré. Encore faut-il que ce soit vrai. Donc, je ne sais pas si cette affaire-là est vraie. Je préfère donc ne pas me prononcer sur le fond des déclarations de M. Urojipa. Il y a une affaire qui fait le tour et que vous, les députés, vous êtes toujours interpellés, l'affaire Adjakli et son fils qui a détourné Adjakli. Il y a un journal qui est sorti, l'Alternative a fait sortir quelques dossiers sur le monsieur Adjakli et son fils qui ont détourné presque 500 milliards au Togo. En tant que député, quelle est votre analyse par rapport à cette affaire? Ben, j'aurais souhaité que ce soit une affaire, vraiment, parce que c'est vrai, il y a des journaux qui font des allégations disant qu'ils ont détourné 500 milliards. Ils les ont détournés où? Est-ce que c'est de l'argent de l'État, de l'argent appartenant à l'État qu'ils auraient pris? Auquel cas, dans quel secteur? Est-ce que c'est de l'argent au ministère du Commerce, aux Finances, au Trésor? Bon, si les 500 milliards, comme on le dit dans les différents articles, résultent d'activités de trading et tout le reste, bon, tout cela reste à prouver. Un peu comme l'affaire Urojipa Tchatipi, il n'y a aucun document qui soutient ce dossier-là. C'est juste un article avec ce que quelqu'un dit. Il n'y a aucun document. Dans ces articles-là, il n'y a il n'y a rien qui montre où la loi, où un règlement togolais a été violé de façon claire en disant, bon, on a violé la loi ici. Donc là encore, Ferdinand Haïté est un journaliste que je respecte beaucoup, hein, c'est un journaliste d'investigation, mais le dossier n'est pas fourni. Et j'ai pu creuser un peu, puisque on est dans le pays, on parle aux gens, on connaît les gens. Et à cette heure-ci où je suis, je n'ai aucun élément sérieux qui me permette d'accréditer cette affaire-là. Je pense que cette affaire-là n'en est pas vraiment une. Si elle devait l'être, il y aurait plus d'éléments, ou il y aurait des éléments concrets et tangibles que nous aurions. Et il faut voir, M. Francis Adjakli est quelqu'un qui s'en va à la retraite, quelque part. C'est quelqu'un qui a servi l'État ces 30 dernières années, qui a été décoré. Je pense que lorsqu'on veut porter des accusations de cette nature-là, il faut des preuves, parce qu'une fois que l'accusation est lancée, qu'elle soit vraie ou fausse, elle ternit la réputation des gens. Les gens doivent continuer à vivre après ces histoires-là. Donc, je pense que pour faire ce genre de choses, il faut avoir des preuves. Sans preuves, un peu comme l'affaire d'Urojipa Tchatipi, cette affaire n'en est pas une. Et contrairement à l'affaire d'Urojipa Tchatipi, où je vous dis que je ne connais ni l'un ni l'autre et que je ne vais pas me prononcer, moi je pense que cette affaire-là, bon, 500 milliards, les recettes fiscales du Togo en 2016 étaient de 656 milliards. Donc c'est un peu gros. Moi, je ne crois pas à cette affaire-là. Personnellement, hein, comme député, je n'ai pas matière à faire déplacer le ministre du Commerce à l'Assemblée pour lui poser des questions sur une affaire pareille où il n'y a pas d'éléments tangibles, d'éléments factuels, à part des chiffres assez élevés et aucune preuve. Pourquoi vous, les députés, vous ne faites pas interpeller ces
ceux qui sont c'est pas impliqués dans ces affaires, souvent vous les députés, vous ne les interpellez pas. C'est pourquoi? C'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. C'est l'histoire d'un meurtre sans cadavre. C'est-à-dire que si on me dit que Monsieur X est mort et je ne trouve pas Monsieur X, mais que rien ne m'indique qu'il est mort, je ne vais pas commencer à aller dans tous les sens au sujet de cette affaire. Si j'ai une image, prenons le jeune Mohamed. Le jeune Mohamed, c'est factuel. Il a été abattu. Maintenant, les circonstances dans lesquelles il a été abattu, il y a eu plusieurs versions, mais il y a eu une enquête qui s'est déroulée. Et à l'issue de cette enquête-là, on a décidé d'incarcérer le policier qui l'a abattu. Mais avant qu'on en arrive là, à cette étape judiciaire de cette affaire, il y a des photos de M. Mohamed mort, étendu sur le sol, que nous avons vu. Donc, il est mort à la base. Donc maintenant, comment est-il mort? S'il n'y avait même pas une photo de ce monsieur Mohamed à terre, et qu'on vient me dire que Mohamed est mort, je dois convoquer le ministre de la Sécurité ou l'interpeller ici au Parlement. Et si maintenant monsieur Mohamed réapparaît entre-temps? Le jour où il y aura une vraie affaire où je vais inviter le ministre, il ne viendra pas parce que, bon, pour des histoires peut-être bidons ou des histoires mal documentées, on l'interpelle. Donc nous écoutons bien ce qui se passe dans la presse. Ce n'est pas que nous ne voulons pas nous mêler de cette affaire, mais il n'y a pas matière pour nous à nous mêler de cette affaire. J'ai vu le journal Liberté qui présentait deux photos de M. Francis, une de Francis Adjakli et de l'autre d'un monsieur qui n'est pas Fabrice Adjakli. Ils se sont excusés après. Il avait démenti. Ils ont fait le démenti après. Mais pendant les une semaine où ces deux photos-là ont circulé, le monsieur qui n'est pas M. Fabrice Adjakli, où il travaille, partout où il est, il aurait pu passer pour un détourneur de fonds. Vous voyez l'impact sur la réputation des gens en attendant que la vérité arrive. Donc c'est important de documenter. Comme je vous l'ai dit, pour Mohamed, il est mort. En attendant que la justice ne fasse son travail, on a au moins vu la photo. Là, c'est juste ta parole contre la mienne. Et dans cet exercice-là, après analyse et réflexion, après, je suis financier aussi. Hein. Vous savez, les traders, ils font beaucoup d'argent. Vous avez un trader qui est à New York, qui fait peut-être 100 000 $, donc 50 millions de salaires par année, et qui a des bonus liés à ses activités, à sa capacité d'anticiper, hein, qui font qu'il peut faire un bonus de 2-3 millions, sinon plus par année. Donc 20, 30 fois son salaire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dans ce secteur-là, mais c'est-à-dire de là que quelqu'un est voleur et qu'il a détourné de l'argent. Ce que je sais, puisque c'est nous qui votons le budget de l'État ici, c'est que l'État subventionne le carburant, le pétrole dans le pays, à hauteur de 7-8 milliards par année, approximativement. Mais je n'ai pas une ligne ici pour te dire que l'État a acheté et quelqu'un a pris de l'argent dedans, quelqu'un a fait ceci. Il nous faut quelque chose, il nous faut la photo du mort avant d'engager une quelconque discussion sérieuse sur cette affaire. Sinon, je vous ai donné mon opinion personnelle qui est que pour moi, ce dossier-là est vide, je n'y crois pas. S'il y a quelque chose, qu'on commence à le prouver et puis on engagera une discussion plus sérieuse. Mais quand même, vous les députés, vous pouvez les interpeller pour qu'ils viennent s'expliquer. S'il y a matière, si chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, je dois interpeller un ministre, les ministres ne viendront plus à un moment donné parce que peut-être sur 10 dossiers pour lesquels je les interpelle, il n'y a matière que sur 2 dossiers ou sur 1. Vous voyez, on aurait pu interpeller le ministre de la Sécurité sur l'affaire de Mohamed parce que c'est une vraie affaire. Bon, ça c'est un dossier sur lequel je ne veux même pas m'aventurer, chef. L'affaire de Mohamed, là, c'est comme nager dans une piscine. Ça, c'est nager en haute mer. C'est deux... Je ne m'aventure pas là. Revenons à notre affaire, qui est l'affaire Adjakli. Je n'y crois pas parce que je ne vois rien de tangible, rien de documenté, rien de sérieux. Je vois plutôt là, peut-être un règlement de compte ou bien, je ne sais pas, il doit avoir quelque chose. Mais de toutes les façons, l'avenir nous le dira, puisque nous, ça c'est ma position que je vous donne. Si le procureur ou quelqu'un estime qu'il y a matière à quelque chose, là, ils ont des choses qu'ils doivent faire qui ne sont pas de notre ressort. Mais nous, au niveau de l'Assemblée, en tout cas à mon niveau, je n'ai pas matière à convoquer un ministre pour cette affaire-là. Le Togo vient d'être condamné encore à la justice de la CEDEAO par rapport à Amnesty International qui a fait convoquer, a déposé une plainte
au niveau de la justice de la CEDEAO. Et la justice de la CEDEAO A tranché. a tranché et a fait sortir de lourdes peines, je ne sais pas comment je vais dire. Et Oui, le Togo a été pas réprimandé, mais oui, oui. oui, c'est-à-dire que le Togo n'a pas eu gain de cause dans cette Dans cette affaire-là. affaire. Bon, vous savez, nous étions dans une situation délicate et le gouvernement estimait qu'il devait couper le courant. Nous estimons que c'était peut-être abusif. Comme on n'est pas d'accord, certains ont posé une action. Et comme c'est tangible, c'est une vraie affaire qui a des preuves et tout, ils sont allés chez la CEDEAO qui a tranché. Donc, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire. Tout ce que je peux vous dire, puisque nous faisons les lois ici, c'est que nous avons, l'année passée, voté une ou deux lois qui encadrent les conditions dans lesquelles on peut couper l'Internet maintenant. Donc, ça ne va plus être basé sur la volonté personnelle de quelqu'un. Il y a un protocole qu'ils vont devoir suivre pour couper l'Internet pour les fois à venir. Donc, bon, c'est une victoire pour les droits de l'homme, mais je n'ai pas autre chose à ajouter, autre que le Togo a eu tort dans cette affaire. Il y a la privatisation de Togocel qui est devenue à Togocom. Cette affaire, et que depuis que Togocom est là, nous avons beaucoup de problèmes de réseau. Il y a parfois, quand tu veux faire l'Internet, c'est difficile. En tant que député, quelle est votre analyse de ce côté? En tant que député, ce que je dirais, et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est que nous sommes donc en transition. Ça a été privatisé il n'y a pas longtemps, avant qu'il n'y ait une certaine stabilité dans les activités du repreneur maintenant qui gère. On passe par une phase de transition où on a fait des compressions, où il y a des changements de façon de travailler, il y a beaucoup de changements. Et ça s'accompagne souvent de heurts, c'est-à-dire qu'en anglais on appelle ça growing pains. C'est comme quand les dents d'un bébé sortent, ça fait mal au début. Mais il faut que ces dents-là sortent pour que demain le bébé puisse manger. Si on dit que parce qu'il a un peu mal, les dents n'ont qu'à rester où est-ce qu'elles sont. Donc, je comprends, j'invite les usagers à de la patience et j'invite les gens de Togocom à essayer de bien gérer leur change management pour que ça impacte minimalement les populations parce que c'est un service. Mouvela, il y a d'autres fournisseurs, s'ils ne servent pas bien les clients, à un moment donné, ils vont se détourner de ce client, de Togocom. Mais cette transition et ces hurdles et ces problèmes qui l'accompagnent ne veulent pas dire que le processus de privatisation n'est pas bon. Nous n'avons pas tellement le choix dans un monde libéralisé, globalisé. Nous devons privatiser lorsqu'en interne, nous n'avons pas les capacités pour faire les investissements, que nous n'avons pas la technologie. Il faut faire des partenariats, des alliances avec d'autres qui ont plus de muscles pour pouvoir permettre au Togo d'être compétitif et d'avoir des services aux normes internationales. Il y a la privatisation de la NSCT du coton du Togo. Oui. Pourquoi chaque temps c'est la privatisation, que les choses ne vont pas bien comme ça devait être? Visiblement, vous êtes bien informé. C'est dans les canaux, c'est en train de venir. Et effectivement, en tout cas, je pense que nous donnerons notre aval pour cette privatisation. Il faut comprendre une chose. C'est-à-dire que pendant que nous étions en train de nous quereller politiquement, que Kofi doit être président, si Kofi n'est pas président, nous, on se met en grève générale illimitée. Si Kofi n'est pas président, on va marcher du lundi au dimanche. Pendant qu'on se querellait politiquement, les autres travaillaient, ils travaillaient chez eux. Ça leur a permis d'avoir un secteur privé dynamique qui peut aller chercher des marchés à l'extérieur parce que nous sommes dans un monde mondialisé maintenant. Mondialisation des facteurs de production, mondialisation des marchés, circulation des capitaux. Si on veut privatiser la SNCT et il y a un opérateur économique togolais qui est suffisamment costaud, techniquement, financièrement et tout le reste pour reprendre, il reprend. Si on n'en trouve pas, on est obligé de chercher ailleurs parce que où est-ce que la NSCT est? Peut-être on produit 20 kilos à l'hectare. Si on veut pouvoir avoir de bons prix et être concurrentiel, il faut peut-être produire 50 ou 60. Donc maintenant, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Si on ne trouve pas des gens à l'intérieur, on doit sortir. Donc moi, bon, ce que je dis par exemple, c'est que il faut qu'on donne les moyens au secteur privé de bien opérer. Et des opérateurs économiques avec qui je parle,
avec qui je parle, le nom qui revient souvent, c'est l'OTR. Donc je ne vais pas les critiquer ici, mais il faut peut-être qu'on voit avec l'OTR qu'est-ce qu'on peut faire pour que le secteur privé togolais aussi soit dynamique, que des entreprises togolaises croissent et soient suffisamment costauds pour que s'il y a un appel d'offres au Ghana ou en Côte d'Ivoire, ils puissent aller aussi gagner des marchés et faire venir de l'argent ici de cette façon-là aussi. Comme les autres viennent prendre chez nous, que nous aussi on puisse aller prendre chez les autres. Pourquoi privatise-t-on les grandes sociétés au Togo? Ben, ça dépend des objectifs stratégiques qu'il y a. Si c'est des entreprises qui tournent à perte et que l'État n'a pas d'argent à injecter dedans, ou que le marché est trop étroit, ou qu'ils ne peuvent pas, remplir leurs fonctions sans neuf, sans technologie, il faut faire des alliances. Partout c'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est particulier au Togo. Nous sommes dans un monde globalisé. C'est pourquoi c'est très important pour les Togolais aujourd'hui d'être bien éduqués, d'offrir un très bon service. C'est-à-dire il faut être compétitif. Sinon, tout le monde va venir tout acheter ici et puis bon, on sera là en train de nous plaindre que oh, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors que c'est à nous. Mais si nous sommes en train de travailler, si c'est au moment, on arrive au moment où il faut privatiser, on sera suffisamment fort pour prendre. Vous savez, dans le cadre du PND, il y a une trentaine ou une quarantaine de projets qui sont ficelés. On cherche repreneurs. Mais est-ce que le secteur privé togolais est prêt pour reprendre? Peut-être que par le passé, on n'a pas mené de politique qui permettent au secteur privé togolais d'être costaud avec des harcèlements fiscaux et autres. Ils sont découragés, certains même arrêtent les activités. Donc ça ne nous a peut-être pas permis, entre autres, en dehors des problèmes politiques, d'avoir un secteur privé costaud. Mais maintenant, c'est le moment. Les opportunités ne finissent pas en affaires. C'est vrai, ils reprennent aujourd'hui, mais peut-être dans 5 ans, ceux qui ont repris Togocom, ils ont un intérêt ailleurs si nous faisons bien les choses. Il y a un Togolais qui sera suffisamment fort pour racheter lui aussi. Et donc ne le voyons pas comme une punition, c'est un passage obligé, en quelque sorte. Merci.